Je m'appelle Claire et je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire un jour. À 19 ans, je n'étais qu'une étudiante typique en deuxième année d'université, essayant de concilier les cours et une vie sociale tout en faisant face au mal du pays occasionnel. Mais tout a changé à la suite d'un appel téléphonique qui a bouleversé mon monde. Je devrais probablement commencer par le début. Il y a 2 ans, alors que j'avais 17 ans, mon père est décédé subitement. Il n'y avait plus que maman et moi, vivant dans la maison que papa avait travaillé si dur pour nous construire. Il nous a laissé des économies et une maison entièrement payée. Je pensais que tout irait bien pour nous deux. Lorsque j'ai été acceptée à l'université en dehors de l'État, j'ai eu un goût amer. Maman m'a encouragée à y aller, disant que papa aurait voulu que je poursuive mes rêves. C'est ce que j'ai fait, ne rentrant à la maison que pendant les pauses et les vacances. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Maman et moi discutions régulièrement par vidéoconférence et elle semblait bien gérer la situation. Puis, il y a quelques mois, elle a lâché une bombe lors d'un de nos appels. Claire, chérie, j'ai rencontré quelqu'un, dit-elle, la voix anormalement aiguë d'excitation. Il s'appelle Robert et nous allons nous marier. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'ai failli lâcher mon téléphone. Marié ? Maman, depuis combien de temps le connais-tu ? Oh, environ 3 mois, a-t-elle répondu avec désinvolture, comme si elle me parlait d'une nouvelle couleur de cheveux. Mais quand on sait, on sait. J'ai essayé de la soutenir, vraiment. Mais il y avait quelque chose qui clochait dans toute cette situation. Je me suis quand même dit que c'était bien que maman aille de l'avant. Qu'elle retrouve le bonheur. Robert a emménagé dans notre maison et j'ai essayé de faire la paix avec le fait qu'un étranger vivait maintenant dans l'espace de papa. La vie a continué. Je me suis concentrée sur mes études, j'ai essayé de repousser le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Puis vint l'appel qui allait tout changer. C'était un mardi après-midi ordinaire. Je terminais mon dernier cours lorsque mon téléphone a sonné. Le numéro appartenait à Madame Peterson, notre voisine immédiate, qui vivait là depuis avant ma naissance. Claire, c'est toi. Sa voix était tendue, inquiète. Il se passe quelque chose d'étrange chez vous. Il y a des gens qui vont et viennent depuis des jours. Ils déplacent des meubles, en apportent d'autres. Et Claire, fait-elle une pause, sa voix se réduisant à un murmure, je n'ai pas vu ta mère depuis plus d'1 semaine. J'ai essayé d'appeler ma mère immédiatement. Mais il n'y avait pas de réponse. J'ai réessayé. Et encore. Je n'ai rien fait. Puis, au 5e essai, le numéro a été déconnecté. C'est à ce moment-là que la panique s'est vraiment installée. J'ai couru jusqu'à ma chambre, j'ai mis quelques vêtements dans un sac et je me suis rendue directement au bureau administratif pour demander un congé d'urgence. 1 heure plus tard, j'étais dans un train qui me ramenait chez moi, regardant le paysage se brouiller devant ma fenêtre, essayant de me convaincre qu'il y avait une explication raisonnable à tout cela. Le trajet en train m'a semblé durer une éternité. J'ai passé le plus clair de mon temps à essayer de joindre ma mère, en laissant des messages vocaux les uns après les autres. Lorsque je suis enfin arrivée dans notre rue, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir mon téléphone. J'ai tourné au coin de la rue et j'ai vu la maison de papa. Celle qu'il avait passé des week-ends à retaper. Celle où il avait mesuré ma taille sur le chambranle de la cuisine chaque année jusqu'à mes 16 ans. Mais quelque chose était différent. Il y avait une voiture inconnue dans l'allée, et les plates-bandes que ma mère avait toujours gardées si bien entretenues commençaient déjà à manquer de soin. En m'approchant, j'ai remarqué un couple qui se tenait sur notre perron, comme s'ils y étaient à leur place. La femme arrosait ce qui restait des pétunias de maman tandis que l'homme tripotait la lampe du Porsche. « Excusez-moi » ai-je dit en essayant de garder une voix stable. « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Ils se sont retournés pour me regarder, échangeant un regard, avant que l'homme ne prenne la parole. « Votre maison ? Je suis désolé, mais nous avons acheté cette propriété il y a quelques jours. » Il disparaît un instant à l'intérieur et revient avec un dossier. « Voici les documents, tous signés et notariés. » Le vendeur était Sarah Mitchell, c'est votre mère ? J'ai saisi les papiers d'une main tremblante.
C'était là, en noir et blanc, la signature fluide de ma mère au bas d'un contrat de vente. Le cachet de la date datait d'il y a à peine 3 jours. Il doit y avoir une erreur, ai-je murmuré, plus à moi-même qu'à eux. Elle n'a pas voulu, elle n'a pas pu. Le couple semble mal à l'aise. La femme s'est avancée, le visage compatissant. Écoute, chérie, nous ne savions pas qu'il y avait un problème. La vente s'est déroulée dans les règles, tout était légal. Ta mère n'a pas mentionné, je n'écoutais plus. J'étais déjà en train de recomposer le numéro de maman, et cette fois, enfin, elle a décroché. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ma voix s'est brisée. Il y a des gens chez nous qui disent qu'ils l'ont acheté. Dis-moi que c'est une erreur. Claire, sa voix était froide. Détachée. C'est ma maison. L'acte était à mon nom et j'avais tous les droits de la vendre. Robert et moi avons décidé de passer du temps à l'étranger. Je n'en crois pas mes oreilles. Ta maison? C'est papa qui l'a construite. Elle était faite pour nous tous. Où suis-je censée aller pendant les pauses? Comment as-tu pu faire ça sans même m'en parler? Oh, ma chérie, son ton est devenu condescendant. Tu es une adulte maintenant. Tu peux prendre soin de toi. Et ton père m'a tout légué, pas à toi. Le testament était très clair à ce sujet. Ma tête tournait. Et toutes nos affaires? Les affaires de papa, les miennes? J'ai vendu les meubles et les appareils. Quant à vos affaires personnelles? Elle a fait une pause et j'ai entendu le bruit de papier mélangé. Je les ai fait déménager dans un garde-meuble. Je t'envoie le numéro du box et le code de verrouillage. Tout le reste a été réglé. Mon téléphone a bourdonné d'un texte entrant, les détails de l'unité de stockage. Je suppose. J'y suis resté sur le trottoir, à regarder non, plus notre maison. Les nouveaux propriétaires s'étaient retirés à l'intérieur, probablement pour éviter le drame familial qui se jouait sur leur pelouse. Le centre de stockage se trouvait à la périphérie de la ville, un labyrinthe de portes métalliques identiques et de murs en béton. Lorsque j'ai franchi la porte roulante, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il n'y avait aucune organisation, aucun soin, juste ma vie entière jetée comme un déchet. Mes livres étaient éparpillés sur le sol en béton, certains avec des pages tordues et des couvertures abîmées. L'album que j'avais fait avec mon père pendant ma première année de lycée était couché dans un coin, le dos fendu. Non, 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 ai-je marmonné en me précipitant pour sauver une pile de photos qui avaient été négligemment jetées dans un sac poubelle noir. En les sortant, je me suis rendu compte que certaines étaient déjà froissées et irrécupérables. Mes vêtements étaient entassés dans d'autres sacs poubelles, pêle-mêle, manteaux d'hiver et robes d'été, propreté et saleté. L'ours en peluche que papa m'avait offert pour mon 5e anniversaire était écrasé sous un sac de chaussures. Quand je l'ai sorti, un de ses yeux ne tenait plus qu'à un fil. Les doigts tremblants, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne dont je savais qu'elle comprendrait. Grand-mère. J'ai raconté toute l'histoire, la maison, le garde-meuble, tout. Grand-mère m'a écouté en silence jusqu'à ce que j'ai terminé, puis je l'ai entendu respirer profondément. Ma fille ingrate, dit-elle, la voix serrée par la colère. Claire, écoute-moi. Je veux que tu viennes chez moi tout de suite. Mais mes affaires. On s'occupe de tes affaires. J'appelle tout de suite une entreprise de déménagement pour qu'elle envoie un mini-camion. Commencez à tout rassembler, d'accord? On va tout régler ici. 2 heures plus tard, je suivais un petit camion de location sur l'autoroute jusqu'à la maison de grand-mère dans la ville voisine. Elle attendait sur le porche lorsque nous nous sommes arrêtés, et elle m'a serré dans ses bras dès que je suis sorti de la voiture. Nous avons passé le reste de la journée à essayer de joindre maman. Les appels se succédaient et tombaient directement sur la boîte vocale. Grand-mère laissait des messages de plus en plus énervés, mais il n'y avait pas de réponse. Ne t'inquiète de rien, dit grand-mère alors que nous sommes assis dans sa cuisine ce soir-là, des tasses de chocolat chaud devant nous, comme lorsque j'étais petite.
Tu peux rester ici chaque fois que tu en as besoin, pendant les vacances, les week-ends, n'importe quand. C'est ta maison maintenant. Ce soir-là, allongé dans la chambre d'amis de ma grand-mère, j'ai fait l'erreur de consulter les médias sociaux. Il y avait maman. Postant des photos d'une station balnéaire huppée en Europe. Robert et elle posaient au bord d'une piscine, cocktail à la main, l'air de rien. J'ai fixé le téléphone jusqu'à ce que ma vue se brouille à cause des larmes. Puis, d'un geste rapide et rageur, je l'ai bloqué sur toutes les plateformes auxquelles je pouvais penser. Si elle pouvait se débarrasser de notre relation aussi facilement qu'elle avait jeté mes affaires dans ce garde-meuble, alors je pouvais l'effacer de ma vie tout aussi facilement. Les années suivantes se sont écoulées dans un flou de cours, d'emploi à temps partiel et de visites à la maison de grand-mère le week-end. Elle est devenue mon roc, la seule constante sur laquelle je pouvais compter. Nous nous parlions au téléphone plusieurs fois par semaine, et elle ne manquait jamais de me demander des nouvelles de mes cours ou de me rappeler de manger correctement. J'étais au cœur de ma dernière année d'université lorsque j'ai reçu l'appel. C'était un mardi matin. Comme ce jour-là, il y a des années, où tout s'était effondré avec maman. Mais cette fois, c'était la voisine de grand-mère, Madame Reynolds. Claire, ma chérie, dit-elle d'une voix cassée. Ta grand-mère a eu une crise cardiaque hier soir. Les ambulanciers ont essayé, mais, le monde s'est arrêté de tourner. Je ne me souviens pas beaucoup du trajet jusqu'à la ville de ma grand-mère, juste que j'ai réussi à y arriver en un seul morceau. La maison était exactement la même que lors de ma dernière visite, il y a 2 semaines. Les carillons éoliens qu'elle aimait en tintaient toujours sous le porche. Ses gants de jardinage étaient toujours drapés sur la balustrade, là où elle les avait laissés. J'ai dû m'occuper de l'organisation des funérailles. Certaines personnes m'ont demandé si j'allais informer maman, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. L'idée de la voir, d'avoir à traiter avec elle pendant cette période. Je ne pouvais pas plus. Je savais comment fonctionnaient les petites villes, quelqu'un lui dirait de toute façon. C'est probablement déjà fait. L'enterrement a été magnifique, comme grand-mère l'aurait voulu. Simple mais élégante, avec toutes ses fleurs préférées. Je me tenais là, acceptant les condoléances de ce qui me semblait être la ville entière, quand un grand homme en costume impeccable s'est approché de moi. Madame Claire Mitchell, il m'a tendu sa carte de visite. Je suis James Wilson, l'avocat de votre grand-mère. J'ai besoin de vous parler de son testament dès que possible. J'ai regardé la carte. Je fixe la carte, ne devrions-nous pas attendre ma mère? Elle ne va pas tarder à se manifester pour réclamer sa part. Monsieur Wilson a secoué la tête. Ce n'est pas nécessaire. Le testament ne concerne qu'une seule personne, vous. Le lendemain, je me suis assis dans son bureau. Encore engourdi par tout ce qui s'était passé. Les mots du testament ont déferlé sur moi comme des vagues. À ma petite fille bien-aimée, Claire Mitchell, je laisse tous mes biens. Elle a également laissé une autre lettre pour moi. Ma main a tremblé lorsque je l'ai ouverte. Le papier sentait encore le parfum de grand-mère. Ma très chère Claire, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te dire en personne à quel point je suis fière de toi, à quel point je t'aime. Je veux que tu comprennes pourquoi j'ai pris cette décision. Quand ta mère t'a abandonné pour un homme qu'elle connaissait à peine, cela m'a brisé le cœur. J'avais toujours prévu de partager mes biens entre elle et toi, mais en la voyant dilapider l'argent durement gagné par ton père, en voyant avec quelle facilité elle a jeté la maison qu'il avait construite avec tant d'amour, j'ai su que je ne pouvais pas lui faire confiance. Je savais que je ne pouvais pas lui confier l'héritage que j'ai mis des décennies à construire. Toi, ma douce fille, tu as fait preuve de force, de résilience et de grâce au-delà de ton âge. Tu as travaillé dur, tu es resté concentré sur ton éducation, comme ton père l'a toujours voulu. Je te choisis, Claire. Pas seulement comme mon héritière, mais comme la fille de mon cœur. La maison et toutes mes économies, 300 000 $, sont à toi. Utilise-les à bon escient, construis la vie que tu mérites. Et sache que, où que je sois,
je veille sur toi avec amour et fierté. Tout mon amour, grand-mère. Après les funérailles, la réalité s'est vite imposée. J'avais encore une année d'université à terminer, et la maison de grand-mère ne pouvait pas rester vide. Les taxes foncières et les charges s'accumuleraient, de plus, une maison vide a tendance à attirer les ennuis. Après mûre réflexion, j'ai contacté un agent immobilier local, Linda Barrett, pour qu'elle s'occupe de la location. Je vous enverrai des informations hebdomadaires, m'a promis Linda, alors que je reprenais le chemin de l'université. Et bien sûr, je t'appellerai immédiatement s'il y a le moindre problème. Les 2 premiers mois se sont déroulés sans problème. Linda a trouvé un jeune couple sympathique avec un bébé en route. Ils ont signé un bail d'1 an et ont emménagé immédiatement. Je me suis replongée dans mes études, essayant de me concentrer sur les examens et les demandes d'emploi plutôt que sur l'espace vide que grand-mère avait laissé derrière elle. C'est alors que j'ai reçu un appel. Claire, la voix de Linda était tendue, nous avons eu un incident à la maison. Une femme s'est présentée hier et a fait une sacrée scène. Elle criait qu'elle était la propriétaire légitime de la maison et essayait d'entrer par la porte de derrière. Les locataires étaient terrifiés, ils ont dû appeler la police. J'ai fermé les yeux. Je savais déjà. À quoi ressemblait-elle? D'âge moyen, bien habillée, mais un peu débraillée. Cheveux bruns, environ 1,75 m. C'est ma mère, ai-je dit catégoriquement. Et elle ne va pas s'arrêter. J'avais raison. Quelques jours plus tard, mon téléphone a commencé à recevoir des appels de numéros inconnus. Je les ai tous ignorés, mais les messages vocaux se sont accumulés. Claire, c'est ta mère, rappelle-moi immédiatement. Claire, il faut qu'on parle de l'héritage, maintenant. Tu ne peux pas m'ignorer indéfiniment, jeune fille. Rappelle-moi ou je te rendrai les choses très difficiles. J'ai bloqué numéro après numéro, mais elle en trouvait toujours de nouveaux pour me contacter. J'ai commencé à avoir du mal à dormir, sursautant à chaque fois que mon téléphone sonnait. Mes notes ont commencé à baisser et mes professeurs ont remarqué que j'étais distrait en classe. Puis, exactement 1 semaine après l'incident à la maison, je traversais le campus pour me rendre à mon cours du matin lorsque j'ai entendu une voix familière. Claire. Je me suis figée. Elle était là, debout près du centre des étudiants, comme si elle avait le droit d'être là. Maman avait l'air différente, ses vêtements de marque avaient disparu, remplacés par des pièces de prêt-à-porter qui ne lui allaient pas tout à fait. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, frisaient dans l'humidité du matin. Je ferai une scène ici même s'il le faut. C'est ce que tu veux? Que ta mère crie devant tous tes camarades de classe que tu lui as volé son héritage? J'ai regardé autour de moi. Les gens me dévisageaient déjà. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était de devenir un objet de commérage sur le campus. Bien, ai-je dit en serrant les dents. Il y a un café au coin de la rue. 10 minutes, c'est tout ce que tu as. Le café était occupé par la cohue du matin. Mais maman a réussi à trouver une table dans le coin. Je me suis assise en face d'elle, gardant mon sac sur mes genoux, prête à partir à tout moment. Allons droit au but, dit-elle, sans même prendre la peine de me demander comment j'allais. Je sais pour l'héritage. J'étais sa fille, sa seule fille. Vous n'êtes que sa petite fille. Il est évident que cet héritage doit être partagé entre nous. 50-50, c'est la bonne chose à faire, et vous le savez. Comme lorsque tu as fait ce qu'il fallait en vendant la maison de papa, les mots sont sortis cinglants et amers. Et la maison qu'il a construite pour nous? Celle dut être à moitié la mienne? Son visage rougit. C'était complètement différent. J'en étais la propriétaire. Tout comme grand-mère était propriétaire de sa maison, j'ai pris ma place. Et elle choisissait à qui la laisser. Ce n'est pas du tout la même chose. La voix de maman devenait plus forte, attirant l'attention des tables voisines. Je ne te laisserai pas voler ce qui me revient de droit. Je te verrai s'il le faut. Vas-y, dis-je, bien que mes mains tremblent sous la table.
Le testament est parfaitement clair. Elle changea alors de tactique, son visage s'adoucissant pour prendre une expression manipulatrice familière. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Claire, j'ai payé tes études. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Et toi? Tu n'as jamais travaillé de ta vie, maman. Tu as transféré de l'argent du compte de papa pour payer mes études. L'argent qu'il a laissé pour mes études. Comment oses-tu? Dit-elle en frappant la table de la main, faisant tinter les tasses. Espèce de petite ingrate. J'en ai fini, je me suis levée, j'ai attrapé mon sac, ne me contacte plus. J'ai poussé la porte, son flot d'obscénité me suivant dans la rue. Plusieurs clients enregistraient sur leur téléphone, super, juste ce qu'il me fallait. Des retours dans mon dortoir. J'ai fait l'erreur de consulter les réseaux sociaux. Maman avait déjà posté un long discours. Je n'aurais jamais cru que ma propre fille me trahirait de la sorte. Elle a manipulé ma pauvre mère, l'a retournée contre moi et m'a volé ce qui aurait dû m'appartenir. Ma propre chair et mon propre sang, conspirant dans mon dos. Et la section des commentaires s'est rapidement transformée en champ de bataille. Les frères et sœurs et les cousins de ma mère sont intervenus, me traitant de tous les noms et exigeant que je fasse ce qu'il faut. Mais la famille de papa s'est défendue avec acharnement. Sarah, nous nous souvenons tous de la façon dont tu as abandonné Claire pour t'enfuir avec cet homme, a écrit ma tante Suzanne. Tu as vendu la maison d'enfance de Claire et tu t'es envolé pour l'Europe. Tu devrais avoir honte. Des parents plus éloignés et des amis de la famille ont essayé de faire entendre la voix de la raison. Et si vous êtes si sûr de votre bon droit, allez au tribunal. A commenté l'un d'entre eux. Ce n'est pas en lançant des accusations sur Facebook que l'on changera un testament légal. Mais la mère a continué, post après post, tous plus dramatiques les uns que les autres. Elle s'est dépeinte comme la victime d'une grande conspiration entre moi et grand-mère, oubliant commodément la façon dont elle m'a traité ces dernières années. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis finalement retournée dans la maison de ma grand-mère, ma maison maintenant. Les locataires avaient déménagé la semaine précédente, laissant tout étonnamment bien entretenu. Debout dans le salon vide, je pouvais presque entendre le rire de ma grand-mère résonner sur les murs. J'ai décidé de prendre quelques mois de repos avant de me mettre à la recherche d'un emploi. Grâce à l'héritage, je pouvais me permettre de souffler un peu, et la maison avait besoin de quelques travaux. Rien de majeur, juste le genre de petites réparations qui s'accumulent avec le temps. Une lame de parquet qui grince par-ci, un robinet qui coule par-là. Cela me faisait du bien de garder mes mains occupées pour que l'espace soit vraiment le mien. J'étais en train de repeindre la cuisine quand on a sonné à la porte. Je n'attendais personne, mais je me suis dit que c'était peut-être l'un des voisins de ma grand-mère qui venait me dire bonjour. J'ai essuyé mes mains couvertes de peinture sur ma salopette et je me suis dirigée vers la porte. Dès que je l'ai ouverte, mon estomac s'est effondré. Maman se tenait là, ne ressemblant en rien à la femme polie dont je me souvenais. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements étaient froissés et son mascara coulait sur ses joues. Claire, sanglote-t-elle en me poussant dans la maison avant que je ne puisse l'en empêcher. Il faut que tu m'aides. Je n'ai nulle part où aller. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis restée près de la porte ouverte, gardant mon chemin de fuite libre. Robert m'a quitté, se lamente-t-elle en s'enfonçant dans le vieux canapé de sa grand-mère. Il a tout pris, je suis fauchée, Claire. J'ai besoin d'un endroit où rester, jusqu'à ce que je me remette sur pied. Et peut-être seule? Je l'ai regardée avec incrédulité. Tu te moques de moi. Je suis ta mère, s'est-elle écriée. Tu ne peux pas me laisser à la rue. Comme tu m'as laissé, les mots sont sortis nets et froids. Comme tu m'as abandonné et tu t'es enfui avec Robert et tout l'argent de la maison de papa. Elle s'est redressée et s'est essuyé les yeux. C'est différent. Tu étais déjà un adulte. Tu n'allais pas mourir de faim. C'est vrai, parce que grand-mère m'a accueilli. La même grand-mère dont tu essaies maintenant de te frayer un chemin par la culpabilité. Tu ne comprends pas, elle pleurait vraiment maintenant. Robert m'a forcé à vendre la maison. Il était autoritaire,
Manipulateur. Il m'a poussé à tout faire. J'étais aussi une victime. J'ai sorti mon téléphone. Ouvert son profil de médias sociaux et les brandis. J'ai sorti mon téléphone, ouvert son profil sur les réseaux sociaux et les brandis. C'est pour ça que tu as posté ça hier? Elle était là, une photo d'elle et de Robert dans un restaurant chic, ses bras autour d'elle tandis qu'elle rayonnait devant l'appareil photo. La légende disait, soirée avec mon âme sœur. Et celle de la semaine dernière, ai-je glissé vers une autre photo. Ces centaines d'autres qui montrent à quel point tu as été malmené et malheureux, le visage de maman a changé. Les larmes ont cessé instantanément, remplacées par quelque chose de laid et de dur. Petite ordure, a-t-elle grogné en se levant. J'aurais dû me faire avorter quand j'en avais la possibilité. Tu n'es rien d'autre qu'une gourmande, une ingrate. Sortez, ma voix tremblait, mais j'ai tenu bon. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu vas le regretter, a-t-elle craché en me dépassant. Tu es comme ton père. Égoïste. Je lui ai claqué la porte au nez, coupant court à ce qu'elle s'apprêtait à dire de plus cruel. À travers le bois, je pouvais l'entendre continuer à crier, mais je me suis contenté de m'asseoir par terre, le dos contre la porte, et d'attendre qu'elle s'en aille enfin. Et la suite de la visite de maman a été exactement ce à quoi je m'attendais. Mon téléphone a explosé de messages de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, tous soudainement préoccupés par la pauvre Sarah et sa situation difficile. Chaque jour apportait son lot de culpabilisation et d'accusations. Tante Linda m'a appelé pour me dire que maman pleurait à chaudes larmes pour s'endormir. La cousine Rachel a envoyé de longs textes sur les obligations familiales et le pardon chrétien. L'oncle Tom a écrit tout un courriel sur la façon dont je déchirais la famille. C'est alors que j'ai décidé que j'en avais assez. Je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai tout écrit, toute l'histoire. Depuis le jour où elle a vendu notre maison jusqu'à sa récente tentative d'escroquerie pour entrer dans la maison de grand-mère. J'ai joint des photos du garde-meuble où elle avait jeté mes affaires, des captures d'écran de ses vacances en Europe juste après qu'elle m'ait laissé sans abri, et enfin, le coup de grâce, une maigre copie de la lettre de grand-mère. J'ai tout affiché publiquement. Plus question de se cacher, plus question de laisser maman contrôler la narration. Et la réaction a été immédiate. Les proches de maman se sont tus. Les messages culpabilisants ont cessé. Même ceux qui avaient été ses plus ardents défenseurs n'ont pas pu contester les propres paroles de grand-mère. C'était il y a 6 mois. J'ai fini de rénover la maison, rien d'extraordinaire, juste la faire mienne tout en gardant les touches de grand-mère qui la faisaient se sentir chez elle. J'ai trouvé un bon emploi dans une société de marketing local et je me construis une vie. Par le biais du réseau familial. J'entends des bribes de nouvelles de ma mère. Elle vit dans l'état voisin, dans un petit appartement qu'elle peut à peine s'offrir. Robert l'a vraiment quittée, emportant avec lui la plus grande partie de leur argent. Elle a dû vendre ses vêtements de marque et ses bijoux, et pour la première fois de sa vie, elle travaille comme employée de commerce, m'a-t-on dit. Parfois, lorsque je suis assise dans le jardin de ma grand-mère pendant les soirées tranquilles, je pense à la façon dont maman a dû planifier tout cela dans sa tête. Elle pensait probablement dépenser l'argent de papa pour mener la grande vie avec Robert, sachant qu'elle avait l'héritage de grand-mère comme plan de secours. Elle a choisi de profiter du moment présent, de dépenser sans compter, sans jamais penser aux conséquences. L'autre jour, j'ai trouvé un vieil album photo dans le grenier. Il y avait une photo de maman me tenant dans ses bras lorsque j'étais bébé. Nous souriant toutes les deux à l'appareil photo. Pendant un instant, j'ai ressenti ce vieux malaise familier, ce souhait que les choses aient pu être différentes. Puis je me suis souvenu des paroles de ma grand-mère. Parfois, la chose la plus difficile et la bonne sont les mêmes. J'ai refermé l'album et l'ai rangé dans le grenier. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de le regarder à nouveau, mais pour l'instant, je me concentre sur l'avenir. Mon avenir. Celui que je construis à ma façon, dans cette maison remplie de souvenirs des gens qui m'ont vraiment aimé, pas seulement quand c'était pratique, mais toujours.